yougoslave est plus à l'ordre du jour, mais on fait des progrès comme on peut. Donc, Becerra, elle est psychanalyste, membre de l'APE. Elle a beaucoup travaillé sur une notion qui m'est très chère, c'est la notion d'exil. Et cette notion-là, effectivement, c'est pas une thématique qu'on voit souvent en psychanalyse, mais elle est vraiment, je trouve, pertinente. Et je pense que dans les temps prochains, Becerra va pouvoir nous présenter un ouvrage là-dessus. On n'a pas encore trouvé l'éditeur. Si vous avez un éditeur dans la salle, il vient de nous voir. On a un manuscrit en ordre. Donc là, Becerra va nous parler du masque du faux self. Non, j'imagine que vous allez nous parler de Donald Winnicott peut-être. Je vous laisse la parole. Merci. Merci de m'accueillir. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité pour cette intervention. Est-ce que vous m'entendez? Je parle assez fort. Un peu plus près du micro. Ok, d'accord. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour un ensemble d'interventions au titre évocateur de Bas les masques, qui s'organise sur un assemblage de thématiques actuelles couvrant un large spectre de la souffrance psychique contemporaine et également, comme vous le savez bien, il convoque une actualité brûlante qui est la crise sanitaire. Le sujet du masque s'est imposé à nous depuis la crise du Covid, dans notre quotidien, et a changé nos rapports à autrui. Nous ne pouvons plus vraiment percevoir les expressions du visage en entier, les sourires, lire les subtilités sur les lèvres. Nous sommes tous témoins d'une richesse de la communication de plus en plus altérée. Car la parole sous le masque est parfois inaudible, le son perd de sa tonalité, le visage de son contraste. Nous allons questionner certains sujets psychanalytiques de manière étoffée, comme vous avez pu le voir ce matin, la complexité psychique. Je crois que le ballon m'en veut. Pas qu'à toi. On va le mettre de l'autre côté. On va le mettre de l'autre côté. C'est une symphonie. Je reprends. Nous allons questionner certains sujets psychanalytiques de manière étoffée, interroger la complexité de la vie psychique et ses processus. C'est déterminant afin de garantir une ouverture de regard, d'écoute et de sensibilité professionnelle. Claude Lévi-Strauss a écrit une phrase très intéressante dans Les Voix des masques. Un masque n'est pas d'abord ce qu'il représente, mais c'est ce qu'il transforme. C'est-à-dire choisi de ne pas représenter. Il est intéressant de voir ce qui n'est pas représenté est en quelque sorte une part ombragée, secrète, cachée du masque, qu'on peut associer à une symbolique qui permet l'interprétation et résout ainsi, à travers les modifications, les transformations, certaines préoccupations de l'homme. Le masque convoque un affect, des croyances, des mythes, une force de suggestion et renvoie au champ de l'imaginaire infantile et archaïque. Dans certaines cultures tribales, les masques et les apparats permettent aux hommes d'accomplir des rites de passage, de célébrer des cérémonies initiatiques pour se rapprocher des dieux, commémorer des rites religieux, sociaux ou funéraires. Et je vous prends l'exemple du masque en Égypte antique qui accompagne le mort vers sa nouvelle forme dans l'au-delà. Le masque prend parfois le symbole d'une dissimulation et rend anonyme l'individu qui le porte, lui permet de revêtir une autre identité. Il peut également imiter, déformer, caricaturer. Dans n'importe quelle situation, le masque convoque un champ émotionnel particulier pour les observateurs et parfois fiche les expressions faciales de celui qui le porte. Il existe également des masques à transformation, masques à plusieurs volets, laissant voir un ou plusieurs visages dissimulés et mettant en acte des métamorphoses d'un être en un autre être. Depuis l'épidémie, le masque est devenu un objet de protection incontournable qui a beaucoup impacté la société, favorisant un certain nombre de fantasmes, impensés et tout le contenu archaïque. Comme par exemple, tout ce qu'on a pu vivre quand on était bébé, de l'ordre du morcellement, de la persécution, du sentiment de catastrophe et d'une mort imminente. Cette pandémie a provoqué une flambée de mécanismes de défense chez les individus fragiles et vulnérables, mais pas que. Les autres individus ont également été touchés face à une succession de traumatismes liés au confinement répété et à l'activation des castrations liées à cet événement particulier.
Il nous pousse à réinventer notre rapport à l'altérité. Donc on peut s'interroger aujourd'hui sur ce que le masque représente en psychanalyse pour le patient qui vient au cabinet. Quand est-ce qu'il porte le masque? Le garde-t-il? Le quitte-t-il vraiment? Quel est le risque d'être prisonnier de celui-ci? Quel est le prix à payer du port de ce masque? Et quand est-ce qu'il a peine à le quitter? Donc je voudrais engager la réflexion sur certains concepts psychanalytiques assez brièvement et je vais vous présenter un cas clinique de Bruno, un patient de 38 ans. Donc la réflexion se porte aujourd'hui sur ce masque qui dissimule par nécessité interne et surtout par les voies de l'autoconservation. Donc on peut s'interroger de ce rapport à ce masque concernant les enjeux profonds qui impactent certains patients sur la question identitaire et de choix de vie. Donc certains parfois vont jusqu'au sacrifice de soi avec le port de ce masque. Donc la pandémie nous convoque dans un paysage familier, infantile, qui fait partie du passé, mais que nous avons refoulé, muté, déplacé, afin de pouvoir nous construire et essayer de vivre plus sereinement. Ce qui est convoqué lors de cette période fait partie d'une part régressive chez l'individu, l'inquiétude du sentiment d'étrangeté, latent, sinueux, que chacun d'entre nous a pu expérimenter dans sa construction psycho-affective, à différents stades du développement psychique du nourrisson. Dans le masque, nous pouvons percevoir le filet de sécurité autoconservateur qui est de l'ordre de la survie dans un temps d'ébranlement de repères. Il nous bouscule sur la notion de contamination, la culpabilité, la liberté, et va même jusqu'à nous questionner sur le sens de la démocratie. Il nous interpelle également sur les voies de l'enchantement, du besoin de comprendre, de se rapprocher de quelque chose de plus authentique. Mais encore, ce masque nous convoque dans le plus intime et fragile des sentiments, c'est-à-dire vivre et exister, comme le dit le psychanalyste Robert Neubrugger. Chacun à sa manière est percuté par l'art des masques, chacun témoigne à sa manière de ses assises et recours identitaires, des agencements pulsionnels et de son rapport à cet ailleurs au dehors, mais aussi à cet ailleurs qui est aussi en soi. Donc je vais vous présenter un chapitre que j'ai appelé « Le visage de l'autre » comme masque symbolique et constitutif de sa propre identité. Nous savons particulièrement en tant que psychanalystes combien le visage, et notamment le visage maternel, est important dans la construction psycho-affective de l'enfant. Le psychanalyste André Benchen écrit dans un extrait de son bouquin « Le grotesque et l'effroi » « Rien de plus familier, inquiétant que le visage de l'autre, qu'il soit accueillant ou repoussant, ouvert ou fermé, mobile ou figé. Sur lui s'expose le théâtre de l'affect. Sur lui se déchiffre l'écriture du désir. En lui se devine l'espoir de l'accueil ou la menace de l'affrontement hostile. » Donc le visage maternel associé aux soins primaires comme premier miroir exposé aux yeux de l'enfant et première esquisse d'identité. L'enfant projette sur sa mère les prémices de ses perceptions angoissantes, délirantes, des sensations agréables et désagréables, divers fantasmes de tous ces éprouvés non digérés, non édulcorés et non élaborés. Les bribes d'une future architecture de son intimité, un mode de liaison dans la construction de l'attachement, un contenu d'être, une profondeur de son identité en devenir. Il s'agit de convoquer chez le sujet le sentiment d'exister et sa capacité de vivre pleinement. Le nourrisson déploie des instincts primaires d'attachement dans la relation à sa mère et son environnement. Il a un besoin de contact et d'accrochage primaire à l'objet. C'est ce qu'on appelle un amour primaire. Le bébé a un besoin inné de contact physique et psychique avec un autre être humain pour se développer et survivre. C'est en quelque sorte la genèse du développement du sujet. Donc nous pouvons dire que ce processus est situé en amont de la vie psychique, dans les interactions et jeux des premiers échanges. L'enfant va développer un accordage affectif avec son objet d'amour primaire et son écosystème nourricier. René Laforgue, qui est un psychiatre, écrit une phrase très intéressante. Il ne suffit pas de mettre des hommes au monde pour qu'ils puissent exister. Le bébé va traverser un ensemble de processus et de transformation par identification, mutation de fantasmes, différenciation, avant de finir son parcours et pouvoir utiliser le fameux je, conscient, lucide, réaliste, désirant, agissant, raisonnable et raisonnant. Il va lui falloir, pour faire tomber le masque, traverser des deuils et processus tels que la perte, la douleur, le renoncement, avant de pouvoir se
tenir contenu dans son appareil psychique et endosser pleinement son identité propre. Donc le cadre du psychanalyste et son accompagnement rappellent justement cet environnement maternel et maternant contenu et contenant. Du coup, je vous invite à aller voir toutes les théories de Klein, de Mélanie Klein, le bon sein, le mauvais sein, les théories aussi de Bion, avec la capacité, l'élément alpha et la fonction bêta, ainsi que Winnicott. Donc, je continue. Donc on a parlé brièvement tout à l'heure de Jung avec la persona et l'ombre. La persona qui est la part visible du sujet et l'ombre qui représente sa part cachée, ce qui est refoulé, ou ce qui n'est pas acceptable dans le cadre d'une famille ou d'une institution ou d'une société. Donc si l'écosystème est attentif, nourricier, suffisamment souple, l'expression des besoins et des désirs de l'enfant sera facilitée. Plus la pression de son écosystème proche, entourage, parents, société est forte, plus l'enfant va se cacher derrière un masque identitaire de façade, afin de se protéger, de paraître un peu près adapté dans n'importe quelle circonstance et expérience de vie. Le faux self. Donc, le faux self a été inventé par Donald Winnicott en 1960, le psychanalyste britannique. Donc l'enfant va fantasmer dans le faux self, s'illusionner et s'imaginer dans ses processus psychologiques qu'il est capable de créer des objets du monde extérieur. Lorsque cette première illusion n'est pas possible pour l'enfant et qu'il en prend conscience, c'est-à-dire, selon Winnicott, lors de la confrontation avec cet extérieur peu sécurisant, angoissant, instable et peu fiable, l'enfant renonce à l'idée qu'il peut faire quelque chose. Il se conforme à cette attente extérieure sur lui. Il sera profondément atteint et attristé. C'est ce qui est la mise en place, la racine même du faux self. L'enfant se suradapte à son écosystème familial au détriment de ses nécessités affectives, somatiques et psychiques impérieuses, et renonce à un espace en lui primordial. Il va occulter ses besoins vitaux pour se mettre au service de ceux d'autrui. Au lieu d'écouter ses propres aspirations, besoins de construction et de nourrissage, il va développer ce masque du faux self. Cependant, dans les profondeurs, les bas-fonds de son être, cet enfant et l'individu en devenir va ressentir intrinsèquement un sentiment d'étrangeté, d'inutilité, d'être différent, d'être vide et parfois d'être rien. À ce moment-là, de façon insidieuse, une scission interne se réalise dans le psychisme de l'enfant, une fissure entre le masque par convenance et un autre visage plus authentique au-dessous du masque, l'ombre, selon Jung. Donc je cite la psychanalyste jungienne Reine-Marie Allout qui dit « Plus la persona se doit d'être impeccable et brillante, plus l'ombre va se nourrir de ses attentes excessives et réclamer un dû en termes d'énergie psychique. Cette dynamique de tension entre la persona et l'ombre ne permet pas au moi véritable de se réaliser. » Donc nous comprenons le malaise qui s'installe chez ces sujets en souffrance. Il est d'autant plus accentué par les doutes et les mauvaises expériences de vie relationnelle qui ont fait trace au plus profond de leur moi. Pour Winnicott, les personnalités équilibrées arrivent à être en contact avec les différentes parties de leur être. Par contre, les personnalités en déséquilibre, c'est un peu plus compliqué. Donc elles sont prisonnières de leur persona, qui est quelque chose de fatal, selon la psychanalyste Madame Allout. On peut supposer que la fatalité se situe dans les méandres de la perte de ce moi, de toutes les difficultés qui ont attrait à des troubles de la personnalité, des troubles narcissiques, jusqu'aux voies de la psychose. Le sujet renonce à cet espace primordial qui lui aurait permis de se développer et de faire croître ses potentialités. Mais le conformisme le rattrape du fait de l'attente anxieuse de cet extérieur. Son moi se retrouve prisonnier malgré lui et n'a en quelque sorte peu de choix qu'un acte de soumission. Ces enfants vont se couper de leurs affects les plus intimes, très tôt de leur développement pour protéger les parents fragiles. Ils s'imaginent savoir et anticiper les besoins des parents. Ils vont écraser leurs angoisses de séparation, leurs éprouvés douloureux pour protéger leurs parents. Ils s'adaptent, voire ils se suradaptent dans certaines situations particulièrement douloureuses et vécues comme injustes. Ainsi, nous pouvons imaginer que les individus vont parfaitement être conformes et répondre aux attentes d'autrui, au détriment de leurs besoins et désirs propres. Ils auront un self de conformité et non pas un self authentique et créatif. Pour
Winnicott, l'ancrage, l'origine du faux self se situe dans le défaut d'exploitation de sa propre créativité, c'est-à-dire à entendre au sens large le côté artistique, l'imaginaire, le jeu, la rêverie et la spontanéité, bien sûr. Lorsque le faux self prend toute la place, il occulte le vrai self. Cela se manifeste par un enfant qui se mettra au service des autres, au lieu de se recentrer sur soi et ses besoins. Il développe à ce moment une fausse identité par autoconservation et par survie. Il sacrifie une part de soi pour faire exister l'autre. Ce sont souvent des personnes qui ont subi des grosses carences affectives, relationnelles et physiques. Et d'autres analystes ont bien sûr fait des recherches sur l'existence de ce profil-là. Donc je vous invite à aller chercher du côté de Helen Dutch qui a développé les personnalités, la théorie sur les personnalités as if, c'est-à-dire les personnalités comme si, qui sont des personnalités peu authentiques, qui donnent l'apparence, l'apparat des gens très adaptés, mais derrière le masque se cache pas mal de difficultés personnelles. Alors, je poursuis. Les personnalités qui développent le faux self souffrent d'un narcissisme blessé. Elles ne se sont pas senties accueillies et acceptées dans la totalité de leur être. Ce sont des individus profondément seuls, qui souffrent d'un vide intense et d'être illégitimes. Ils doutent d'eux-mêmes et ont l'impression qu'ils ne peuvent rien réaliser. Leurs œuvres ne leur appartiennent pas. Ils se tournent vers le monde extérieur, l'ailleurs, pour chercher un support de leur existence. Ils peuvent souffrir d'une problématique addictive ou de dépendance affective, comme par exemple le travail, l'alcool, les jeux, la sexualité, etc. Certains seront inhibés, alors que d'autres vont développer des comportements d'extraversion excessive. Ils vont surinvestir des activités des personnes afin de faire face au vide ressenti. On retrouve également chez ces personnalités une tendance à l'harcèlement moral ou physique. Certains individus se sentent comme des imposteurs dans leur travail ou leur vie privée, alors que d'autres vont développer des capacités de séduction pour dissimuler un masque d'eux-mêmes, vulnérables et fragiles. On appelle ça les serial lovers. Il y a également un certain nombre qui peuvent réussir professionnellement, avec en prime un sentiment d'omnipotence et de toute-puissance lorsqu'ils se sentent admirés et adulés par les autres. Mais au fond, derrière ce besoin de reconnaissance et de validation narcissique, se cachent des gens angoissés, effrayés, qui peuvent s'isoler, se mettre à l'écart, abdiquant dans toute relation. Donc souvent, ils peuvent aller jusqu'à l'effondrement psychique, des idées suicidaires, voire un passage à l'acte très violent. En quelque sorte, retirer le masque est insupportable derrière la personne qui réussit. Se cache un petit enfant effrayé et très vulnérable. Comment traite-t-on le faux self, finalement? Pour la psychanalyste Reine-Marie Albout, le faux self se traite grâce au transfert. Le patient vit une expérience psychique et somatique particulière dans les éprouvés de la régression, en deçà du faux self en analyse. Ces expériences uniques en cure va le relier à des parts de soi dont il ne connaît pas encore l'existence. Il pourra tenter de reconnecter les parties scindées de son identité et retrouver une dynamique créative entre le moi et l'inconscient. Le patient est invité à s'inscrire dans un travail psychanalytique de longue haleine, régulier, qui s'étend sur plusieurs années parfois. Le cadre immuable, contenant, bienveillant et neutre du psychanalyste lui ouvre un espace de parole et d'existence unique, où il peut de nouveau découvrir et redécouvrir le sentiment de continuité à être. Le sujet en souffrance s'ouvre parfois à des supports aidants et créatifs, comme par exemple la musique, la peinture, le théâtre, le jeu. Cet ensemble de modulations va agir et faire tomber le masque du faux self, et permettre au sujet d'entrer dans un travail de deuil et de transformation nécessaire. Il fera face, grâce à un soi plus authentique, plus vrai, à nouveau à des processus de la perte, de la douleur, la sincérité et au renoncement. Il s'offre la possibilité, dans le cadre analytique et transférentiel, de transformer, élaborer, déplacer une pensée en quelque chose de plus nourricier et digérable. Il s'accorde la possibilité de vivre et exister autrement dans sa vie. Vivre et exister. Le sentiment d'exister n'a rien de naturel. Il s'édifie dans une construction psychique complexe afin d'échapper à l'angoisse fondamentale qui suscite la conscience de notre mort inéluctable. Et c'est dès la naissance que nous sont enseignés les matériaux qui nous permettent plus tard de nous faire exister, selon le psychanalyste Robert Neubourger.
il est important de distinguer la vie de l'existence. La vie nous est donnée, elle demande à être entretenue par des besoins primaires et vitaux, manger, boire, etc. Alors que le sentiment d'exister est entendu par le fait d'être en accord avec la façon dont se déroule notre vie. Ce sentiment est d'intensité variable. Parfois, nous existons pleinement dans notre vie, notre couple, dans notre job. Nous sommes en accord avec nous-mêmes et avec l'entourage. Et parfois, c'est tout l'inverse. Le sujet se sent déprimé et se montre envahi par une pleine désespérance. Si un événement inattendu survient, il crée une brèche dans ce déroulement. Du coup, l'existence se met à nous peser, voire à nous échapper. Selon le psychanalyste Robert Bourget, le plus souvent, nous prenons conscience de ce qui est le sentiment d'exister lorsque celui-ci vient à manquer. Se sentir exister n'est pas une donnée biologique, c'est une construction. Vivre, c'est s'adapter aux changements auxquels nous sommes soumis à chaque instant. Il nous faut avancer en passant d'un état à un autre état, comme sur le fil, en s'employant à garder une certaine stabilité et un équilibre. Donc je vais vous présenter une vignette clinique afin d'illustrer mon exposé. Je précise par éthique et déontologie que je dissimule volontairement les prénoms et donne partiellement certaines informations par respect du secret professionnel et de la confiance qui m'a été accordée par mes patients. Donc le cas de Bruno abat le masque du mensonge. Bruno est enfermé dans un désespoir profond, mortifère, vide abyssal où la mort n'est que la seule issue possible au moment de la rencontre avec le psy. Bruno m'a été adressé par une connaissance commune. Il appellera par téléphone assez brièvement pour prendre rendez-vous, un peu perdu et sans rentrer dans les détails du motif de la consultation. Il précise qu'il a besoin de me rencontrer pour faire le point sur sa vie et qu'il ne va pas bien. Bruno est volontaire pour venir me voir. Je ne comprends pas tout de suite ce que le patient vient chercher auprès du thérapeute. Il va me falloir du temps pour percer le mystère de Bruno et voir le visage qui se cache derrière le masque qu'il laisse avoir. C'est un homme très grand, bien apprêté, costume cravate, toujours tiré à 4 épingles, courtois, abordable, mais qui semble apathique, ralenti, mou, à une démarche lente et peu assurée. Il met du temps à trouver des mots pour se dire et à me regarder dans les yeux. Bruno est un homme de 38 ans, marié, père d'une petite fille. Il travaille dans une grande entreprise en Suisse. Bruno aura beaucoup de difficultés à se confier, à se raconter, à faire confiance à autrui. Il sera très pudique, en suspens, restant sur des banalités sans vraiment entrer en matière lors des premières séances. Il est très prudent, voire évitant, utilise la fuite en avant sur des sujets sensibles. Il décrit une sorte de mal-être indéfinissable. J'avais beaucoup de difficultés à faire l'investigation et à recueillir des informations pertinentes concernant le développement psycho-affectif de Bruno, son anamnèse, le fonctionnement familial et parental, ainsi que les principaux éléments ayant contribué à la construction de sa personnalité parce que les informations me venaient au compte-gouttes. Bruno portait clairement un masque pour paraître bien. Elle est le modèle, toujours conforme à ce qui lui est demandé de manière consciente et visible. Bruno est un homme sérieux, très adapté sur le plan professionnel, stable à son travail. Face aux échecs, il rebondit avec le soutien de son épouse qui lui est dévouée. Son épouse est décrite comme très attentive, serviable, aux petits soins, maternelle et très aimante. L'épouse est infirmière. Bruno est ambitieux et porte un grand intérêt à faire vivre sa famille proche et élargie, dans de bonnes conditions. Son épouse et lui ont une bonne situation financière. Dans les relations interpersonnelles, Bruno est quelqu'un bien vu par ses proches, serviable, disponible, à l'écoute. À son travail, Bruno est apprécié et très demandé. Il est toujours tourné vers les autres au détriment de son bien-être personnel. Bruno n'a plus d'énergie lorsqu'il vient me rencontrer, il est déprimé, vidé. Il est en difficulté pour retrouver un élan vital, ne se ressent plus et ne ressent plus de plaisir, et n'a plus de loisirs. Il évoque, après plusieurs séances, l'envie de mourir, pleure avec une certaine intensité, se sentant totalement perdu et nul. Il s'est isolé, n'a plus de contact avec ses amis et se sent contraint dans sa vie. Bruno est dans un silence, dans le silence des mots. Il n'a pas de possibilité de mettre en forme ses mots par les éprouver, de les mettre en mots. Il s'est imaginé se jeter dans le vide pour mettre fin à ses jours du haut d'un grand pont à proximité de mon cabinet. Bruno revient difficilement sur une histoire infantile pénible, un père peu présent, peu affectueux, et une mère très fragile et vulnérable qui a dû s'occuper seule de Bruno et de sa sœur. Le papa occupe une place à responsabilité dans la police. Il décrit une grande figure autoritaire, impressionnante et froide. Alors que la maman était mère au foyer, fragile, plaintive, obsessionnelle,
qui était parfois dans la menace suicidaire. La maman n'avait pas d'amis, la famille avait vécu à huis clos à essayer de s'en sortir financièrement pour maintenir un niveau de vie acceptable. Bruno a dû apprendre à composer rapidement, sans père, sans une mère attentive. Bruno aidera financièrement ses parents et son père à certaines périodes de sa vie qui le mettront parfois dans un échec parce que les parents étaient immatures et très exigeants. Les parents de Bruno vont se séparer à son adolescence. Donc Bruno porte le masque du bon élève, bon patient, celui qui respecte toujours les ordres, le cadre, les autres. Bruno a été contraint de grandir vite, de s'adapter. La situation que les parents lui ont imposée était insoutenable, d'être un adulte rapidement autonome et responsable. Donc parfois son rôle se modifie pour représenter dans les yeux de sa mère le compagnon idéal dont les enjeux lient bien. Bruno était l'homme fort de la famille, porteur d'espoir et de réassurance. Bruno était en quelque sorte le socle sécuritaire pour sa famille bien éprouvée par le divorce, les fragilités individuelles et les conflits du couple parental. Donc il lui est difficile de maintenir parfois les séances en les annulant une fois sur deux, en oubliant certaines. Il attaque le cadre de cette manière pour voir si le psy est apte à construire avec lui un espace solide, sécure, fiable, qui lui permettrait de lâcher prise, ouvrir les voies de son authenticité. Au fur et à mesure des séances, de l'exploration de son identité et de sa vérité personnelle, Bruno se raconte, a besoin de s'auto-rassurer et d'avoir des encouragements. Okay. Donc Bruno a mis beaucoup de temps à faire confiance, il a mis un masque du patient parfait. Mais tout cela finalement n'était que mensonge interne, et masquant la souffrance profonde des choix parentaux. Et donc il était dans une furie réparatrice parentale. Bruno ne s'est jamais posé la question de ce qu'il désirait vraiment dans sa vie, de ce qu'il aspirait. Il a surtout voulu réparer et aider sa mère fragile, dont il attendait un accueil chaleureux, une attention particulière et un amour inconditionnel qui n'est jamais venu selon ses attentes. Donc il a trouvé un compromis chez le psy, en venant voir l'analyste, pour faire toute cette démarche thérapeutique de la reconstruction et de ce sentiment de continuité à être. Et au bout d'un an, Bruno a confié que dans sa trajectoire de vie, il a rencontré une autre femme. Il a mis 1 an à dévoiler qu'il trompait sa femme, chose qui l'a poussé justement vers des idées suicidaires et à vouloir passer à l'acte parce que c'était de l'ordre de l'insupportable. Alors, je vais juste je vais conclure. Attendez voir juste un instant. Donc dans la relation transférentielle, le psy a entendu la détresse et a pu valider celle-ci. Le patient a pu s'identifier au psy comme un bon parent fantasmé de son enfance. L'attaque du cadre, la rage, la colère n'a pas pu naître face à une structure familiale peu attentive. Bruno a dû ignorer ses éprouvés, fuir et éviter ses expériences dans le réel. Dans le cadre de la séance, des séances, il a pu expérimenter et mettre en scène cette hostilité qui n'a pas pu se jouer dans la scène parentale. Donc la bienveillance de l'analyste, le travail de tissage progressif du fil de continuité de son histoire permet à Bruno de s'inscrire dans un travail thérapeutique intéressant et constructif. Il fait l'expérience d'une personne qui peut proposer de la constance, de la fiabilité, une attention particulière qui lui permet d'aller explorer les profondeurs de ses abîmes. Donc pour conclure, c'est à partir d'entraves dans la vie d'un individu, là où s'inscrivent les difficultés inhérentes et singulières de son histoire, que permettent également les renouveaux les plus audacieux et les plus vivaces dans son existence. Après les retrouvailles avec les souvenirs enfuis et les traversées des zones d'ombre, il est possible de renaître à la vie. Le patient se voit découvrir un désir qui le pousse à réinventer le monde, à la fois en le créant, par le biais d'une activité artistique, culturelle ou sociale, ou bien par un enfantement ou une adoption, mais également par l'amour. Pour tout être humain, 2 actions fondamentales sont importantes, c'est celle de créer et d'aimer. 2 actions qui nous poussent à l'ouverture vers l'autre, à la différence, en allant dans ses limites et sa zone de confort. Cette ouverture à l'autre, la disponibilité à être, sont des fondements de la générosité, du processus d'altérité, signe du vivant, donner, recevoir, échanger, créer et co-créer ensemble l'espace le plus important.
Et donc je vais finir. Faire tomber le masque par convenance et se donner l'opportunité de vivre pleinement et de se faire exister. Et je vais vous citer une phrase de Robert Danger pour finir. C'est pour cela aussi que chaque être, lorsqu'il est menacé par le désespoir, a droit à une écoute de sa souffrance dans ce qu'elle a de plus particulier, de plus singulier. Rien n'est plus fragile, plus intime, plus humain que le sentiment d'exister. Je vous remercie. Désolée pour la longueur. Merci, Sarah. Alors, est-ce qu'on a des questions? Je vois que Thibaut a une question, il se presse vers le micro. Je vois qu'il était pressé.